Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur D8 pour un nouveau numéro de votre émission de lecture nocturne, Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureux de vous accueillir pour partager avec vous cette nuit en lecture et on va commencer tout de suite avec la rubrique qui vous donne la parole, c'est la rubrique des questions-réponses. Alors vous le savez, vous pouvez vous exprimer dans cette émission avec le hashtag officiel de ce programme qui est le hashtag VBN et vous le faites sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'envoyer vos propres textes que je lis ici à l'antenne en début de chacune de mes émissions. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite en vous proposant la lecture d'un poème qui m'a été envoyé par Christian Vincent. Il est spectateur de cette émission et il est aussi actif sur un site participatif d'auteurs qui s'appelle ipagination.com et duquel j'ai l'habitude de parler dans cette émission. Le texte de Christian Vincent s'intitule « Outre-mer » et je vous propose de le découvrir sans plus attendre. Outre-mer, par Christian Vincent, via ipagination.com. Un matin, le vent frais vint me parler de l'été. Il tenait dans ses bras une gerbe de blé, quelques fleurs d'autrefois, des parfums oubliés. Ce matin, tu chantais, un air doux et léger. Une chanson d'hier qui survolait la mer, la musique du vent venait en contretemps. Qu'il est loin cet hiver, je l'ai presque oublié. Au milieu des prés verts et des champs de blé, qu'il est loin cet hiver, où nous nous sommes aimés. Par les volets entr'ouverts, je distingue la mer, où dansent les voiliers, dans les doux alizés. Adieu, rêves amers, rien que ce bel été. Voilà, c'était Outre-mer, signé Christian Vincent, un texte que vous retrouvez sur le site ipagination.com, ça s'écrit ipagination.com. Si vous aussi vous écrivez et que vous voulez être lu dans cette émission, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez vos textes avec des liens vers des sites internet comme celui-ci, vers vos propres blogs ou même par mail, directement via les réseaux sociaux, sur la page de l'émission, sur mes propres pages et tout cela toujours avec le hashtag VBN. Voilà, cette rubrique est maintenant terminée. On va pouvoir se replonger dans la lecture, cette lecture qui va nous accompagner jusqu'aux toutes premières lueurs du jour. Il s'agit de la lecture des Trois Mousquetaires et nous allons reprendre là où la lecture s'est interrompue lors de la précédente émission, c'est-à-dire au chapitre 6 intitulé « Sa Majesté le Roi Louis XIII ». Très belle écoute à vous. Restez avec moi, on est ensemble jusqu'aux toutes premières lueurs du jour. Chapitre 6 « Sa Majesté le Roi Louis XIII ». L'affaire fit grand bruit. Monsieur de Tréville gronda beaucoup, tout haut, contre ses mousquetaires, et les félicita tout bas. Mais comme il n'y avait pas de temps à perdre pour prévenir le roi, Monsieur de Tréville s'empressa de se rendre au Louvre. Il était déjà trop tard. Le roi était enfermé avec le cardinal, et l'on dit à Monsieur de Tréville que le roi travaillait et ne pouvait recevoir en ce moment. Le soir, Monsieur de Tréville vint au jeu du roi. Le roi gagnait, et comme Sa Majesté était fort avare, elle était d'excellente humeur. Aussi, du plus loin que le roi aperçut Tréville, « Venez ici, monsieur le capitaine, dit-il. Venez, que je vous gronde. Savez-vous que son éminence est venue me faire des plaintes sur vos mousquetaires, et cela avec une telle émotion que ce soir, son éminence en est malade? Ah ça! Mais ce sont des diables à quatre, des gens à pendre, que vos mousquetaires. » « Non, sire, répondit Tréville, qui vit du premier coup d'œil comment la chose allait tourner. Non, tout au contraire, ce sont de bonnes créatures, douces comme des agneaux, et qui n'ont qu'un désir, je m'en ferai garant, c'est que leur épée ne sorte du fourreau que pour le service de votre majesté. Mais que voulez-vous? Les gardes de monsieur le cardinal sont sans cesse à leur chercher querelle, et pour l'honneur même du corps, les pauvres jeunes gens sont obligés de défendre. « Écoutez, monsieur de Tréville, dit le roi, écoutez-le. Ne dirait-on pas qu'il parle d'une communauté religieuse? En vérité, mon cher capitaine, j'ai envie de vous ôter votre brevet et de le donner à mademoiselle de Chemerault, à laquelle j'ai promis une abbaye. Mais ne pensez pas que je vous croirai ainsi sur parole. On m'appelle Louis le Juste, monsieur de Tréville. Et tout à l'heure, nous verrons. Ah, c'est parce que je me fie à cette justice, sire, que j'attendrai patiemment et tranquillement le bon plaisir de votre majesté. Attendez donc, monsieur, attendez donc, dit le roi. Je ne vous ferai pas longtemps attendre. En effet, la chance tournait,
Et comme le roi commençait à perdre ce qu'il avait gagné, il n'était pas fâché de trouver un prétexte pour faire qu'on nous passe cette expression de joueur dont, nous l'avouons, nous ne connaissons pas l'origine, pour faire Charlemagne. Le roi se leva donc au bout d'un instant et, mettant dans sa poche l'argent qui était devant lui et dont la majeure partie venait de son gain, « La Vieux-Ville, dit-il, prenez ma place. Il faut que je parle à monsieur de Tréville pour affaire d'importance. J'avais 80 louis devant moi. Mettez la même somme, afin que ceux qui ont perdu n'aient point à se plaindre. La justice avant tout. » Puis, se retournant vers monsieur de Tréville et marchant avec lui vers l'embrasure d'une fenêtre, « Eh bien, monsieur, continua-t-il, vous dites que ce sont les gardes de l'éminentissime qui ont été chercher querelle à vos mousquetaires ? » ?»« Oui, sire, comme toujours. »« Et comment la chose est-elle venue, voyons ? Car vous le savez, mon cher capitaine, il faut qu'un juge écoute les deux parties. » »« Ah, mon Dieu, de la façon la plus simple et la plus naturelle. 3 de mes meilleurs soldats que votre majesté connaît et dont le nom n'est plus à dire. Elle a plus d'une fois apprécié leur dévouement. Ils ont, je puis l'affirmer au roi, à son service fort à cœur. 3 de mes meilleurs soldats, dis-je, messieurs Athos, Porthos et Aramis, avaient fait une partie de plaisir avec un jeune cadet de Gascogne que je leur avais recommandé le matin même. La partie allait avoir lieu à Saint-Germain, je crois, et ils s'étaient donné rendez-vous au Carme des Chaux. Lorsqu'elle fut troublée par monsieur de Jussac et messieurs Cahusac, Biscarat, et 2 autres gardes, qui ne venaient certes pas là en si nombreuse compagnie, sans mauvaise intention contre les édits. « Vous m'y faites penser, dit le roi. Sans doute, ils venaient pour se battre eux-mêmes. Je ne les accuse pas, sire, mais je laisse votre majesté apprécier ce que peuvent aller faire 5 hommes, armés, dans un lieu aussi désert que le sont les environs du couvent des Carmes. » »« Oui, vous avez raison, Tréville. Vous avez raison. Alors, quand ils ont vu mes mousquetaires, ils ont changé d'idée et ils ont oublié leur haine particulière pour la haine de corps, car votre majesté n'ignore pas que les mousquetaires qui sont au roi, et rien qu'au roi, sont les ennemis naturels des gardes qui sont à monsieur le cardinal. »« Oui, Tréville, oui, dit le roi mélancoliquement, et c'est bien triste, croyez-moi, de voir ainsi 2 partis en France, 2 têtes à la royauté, mais tout cela finira, Tréville. Tout cela finira. Vous dites donc que les gardes ont cherché querelle aux mousquetaires ? Je dis qu'il est possible que les choses se sont passées ainsi, mais je n'en jure pas, sire. Vous savez combien la vérité est difficile à connaître, et à moins d'être doué de cet instinct admirable qui a fait nommer Louis XIII le juste, et vous avez raison, Tréville, mais ils n'étaient pas seuls, vos mousquetaires, il y avait avec eux un enfant. Oui, sire. Et un homme blessé, de sorte que 3 mousquetaires du roi, dont un blessé et un enfant non seulement ont tenu tête à 5 des plus terribles gardes de monsieur le cardinal, mais encore en ont porté 4 à terre. « Mais c'est une victoire, cela !» s'écria le roi tout rayonnant. « Une victoire complète. Oui, sire, aussi complète que celle du pont de C. 4 hommes, dont un blessé et un enfant, dites-vous. Un jeune homme à peine, lequel s'est même si parfaitement conduit en cette occasion que je prendrai la liberté de le recommander à votre majesté. Comment s'appelle-t-il ? D'Artagnan, sire. C'est le fils d'un de mes plus anciens amis, le fils d'un homme qui a fait avec le roi votre père de glorieuses mémoires, la guerre de partisans. Et vous dites qu'il s'est bien conduit, ce jeune homme. Racontez-moi cela, Tréville. Vous savez que j'aime les récits de guerre et de combat. » Et le roi Louis XIII releva fièrement sa moustache en se posant sur la hanche. « Sire, reprit Tréville, comme je vous l'ai dit, monsieur d'Artagnan est presque un enfant. Et comme il n'a pas l'honneur d'être mousquetaire, il était en habit bourgeois. Les gardes de monsieur le cardinal, reconnaissant sa grande jeunesse, et de plus qu'il était étranger au corps, l'invitèrent donc à se retirer avant qu'il n'attaquasse. « Alors, vous voyez bien, Tréville, interrompit le roi, que ce sont eux qui ont attaqué. »« C'est juste, sire. Ainsi, plus de doute. Ils le sommèrent donc de se retirer. Mais il répondit qu'il était mousquetaire de cœur et tout à sa majesté, qu'ainsi donc il resterait avec messieurs les mousquetaires. »« Brave jeune homme,
murmura le roi. En effet, il demeura avec eux, et votre majesté alla un si ferme champion que ce fut lui qui donna à Jussac ce terrible coup d'épée qui met si fort en colère monsieur le cardinal. C'est lui qui a blessé Jussac, s'écria le roi. Lui, un enfant? Ceci, Tréville, c'est impossible. C'est comme j'ai l'honneur de le dire à votre majesté, Jussac, une des premières lames du royaume. Eh bien, sire, il a trouvé son maître. Je veux voir ce jeune homme, Tréville, je veux le voir, et si l'on peut faire quelque chose, eh bien, nous nous en occuperons. Quand votre majesté daignera-t-elle le recevoir? Demain, à midi, Tréville. L'amènerai-je seul? Non, amenez-moi tous les 4 ensemble. Je vais les remercier tous à la fois. Les hommes dévoués sont rares, Tréville, et il faut récompenser le dévouement. À midi, sire, nous serons au Louvre. Par le petit escalier, Tréville, pas par le petit escalier. Il est inutile que le cardinal sache. Oui, sire, vous comprenez, Tréville, un édit est toujours un édit. Il est défendu de se battre, au bout du compte. Mais cette rencontre, sire, sort tout à fait des conditions ordinaires d'un duel. C'est une rixe, et la preuve, c'est qu'ils étaient 5 gardes du cardinal, contre mes 3 mousquetaires et M. d'Artagnan. C'est juste, dit le roi, mais n'importe, Tréville, venez toujours par le petit escalier. Tréville sourit, mais comme c'était déjà beaucoup pour lui d'avoir obtenu de cet enfant qu'il se révolta contre son maître, il salua respectueusement le roi et avec son agrément prit congé de lui. Dès le soir même, les 3 mousquetaires furent prévenus de l'honneur qui leur était accordé. Comme ils connaissaient depuis longtemps le roi, ils n'en furent pas trop échauffés. Mais d'Artagnan, avec son imagination gasconne, y vit sa fortune à venir et passa la nuit à faire des rêves d'or. Aussi, dès 8 heures du matin, était-il chez Athos. D'Artagnan trouva le mousquetaire tout habillé et prêt à sortir. Comme on avait rendez-vous chez le roi qu'à midi, il avait formé le projet avec Porthos et Aramis d'aller faire une partie de paume dans un tripot situé tout près des écuries du Luxembourg. Athos invita d'Artagnan à les suivre, et malgré son ignorance de ce jeu auquel il n'avait jamais joué, celui-ci accepta, ne sachant que faire de son temps, depuis 9 heures du matin, qu'il était à peine jusqu'à midi. Les 2 mousquetaires étaient déjà arrivés et pelotaient ensemble. Athos, qui était très fort à tous les exercices du corps, passa avec d'Artagnan du côté opposé et leur fit défi. Mais au premier mouvement opposé, qu'il essaya, quoiqu'il jouât de la main gauche, il comprit que sa blessure était encore trop récente pour lui permettre un pareil exercice. D'Artagnan resta donc seul, et comme il déclara qu'il était trop maladroit pour soutenir une partie en règle, on continua seulement à s'envoyer des balles sans compter le jeu. Mais une de ces balles, lancée par le poignet herculéen de Porthos, passa si près du visage de d'Artagnan qu'il pensa que si, au lieu de passer à côté, elle eût donné 2 dents, son audience était probablement perdue, attendu qu'il lui eût été de toute impossibilité de se présenter chez le roi. Or, comme de cette audience dont son imagination gasconne dépendait tout son avenir, il salua poliment Porthos et Aramis, déclarant qu'il ne reprenait la partie que lorsqu'il serait en état de leur tenir tête, et il s'en revint prendre place près de la corde et dans la galerie. Malheureusement pour d'Artagnan, parmi les spectateurs, se trouvait un garde de son éminence, lequel, tout échauffé encore de la défaite de ses compagnons arrivés la veille seulement, s'était promis de saisir la première occasion de la venger. Il crut donc que cette occasion était venue, et s'adressant à son voisin, « Il n'est pas étonnant, dit-il, que ce jeune homme ait eu peur d'une balle, c'est sans doute un apprenti mousquetaire. » D'Artagnan se retourna, comme si un serpent l'eût mordu, et regarda fixement le garde qui venait de tenir cet insolent propos. « Pardieu !» reprit celui-ci en frisant insolemment sa moustache. « Regardez-moi tant que vous voudrez, mon petit monsieur. J'ai dit ce que j'ai dit. » Et comme ce que vous avez dit est trop clair pour que vos paroles aient besoin d'explication, répondit d'Artagnan à voix basse, je vous prierai de me suivre. Et quand cela? Demanda le garde avec le même air railleur. Tout de suite, s'il vous plaît. Et vous savez qui je suis? Sans doute? Moi, je l'ignore complètement, et je ne m'en inquiète guère. Et vous avez tort, car si vous saviez mon nom, peut-être seriez-vous moins pressé. Comment vous appelez-vous? Bernajoux, pour vous servir. Eh bien, monsieur Bernajoux, dit tranquillement d'Artagnan,
Je vais vous attendre sur la porte. »« Allez, monsieur, je vous suis. »« Ne vous pressez pas trop, monsieur, qu'on ne s'aperçoive pas que nous serons ensemble. Vous comprenez que, pour ce que nous allons faire, trop de monde nous gênerait. »« C'est bien, » répondit le garde, étonné que son nom n'eût pas produit plus d'effet sur le jeune homme. En effet, le nom de Bernajoux était connu de tout le monde, de D'Artagnan seul excepté, peut-être, car c'était un de ceux qui figuraient le plus souvent dans les rixes journalières que tous les édits du roi et du cardinal n'avaient pu réprimer. Porthos et Aramis étaient si occupés de leur partie, et Athos les regardait avec tant d'attention, qu'ils ne virent pas même sortir le jeune compagnon, lequel, ainsi qu'il l'avait dit au garde de son éminence, s'arrêta sur la porte. Un instant après, celui-ci descendit à son tour. Comme D'Artagnan n'avait pas de temps à perdre, vu l'audience du roi qui était fixée à midi, il jeta les yeux autour de lui, et voyant que la rue était déserte, « Ma foi, dit-il à son adversaire, ma foi, il est bien heureux pour vous, quoique vous vous appeliez Bernajoux, de n'avoir affaire qu'à un apprenti mousquetaire. Cependant, soyez tranquille, je ferai de mon mieux. »« En garde !» Mais dit celui que D'Artagnan provoquait ainsi, « Il me semble que le lieu est assez mal choisi, et que nous serions mieux derrière l'abbaye de Saint-Germain ou dans le pré aux Clercs. »« Ce que vous dites est plein de sens, répondit D'Artagnan. Malheureusement, j'ai peu de temps. Ayant un rendez-vous à midi juste. En garde donc, monsieur. En garde !» Bernajoux n'était pas homme à se faire répéter 2 fois un pareil compliment. Au même instant, son épée brilla à sa main et il fondit sur son adversaire que, grâce à sa grande jeunesse, il espérait intimider. Mais D'Artagnan avait fait la veille un apprentissage et, tout frais émoulu de sa victoire, tout gonflé de sa future faveur, il était résolu de ne pas reculer d'un pas. Aussi, les 2 fers se retrouvèrent-ils engagés jusqu'à la garde. Et comme D'Artagnan tenait ferme à sa place, ce fut son adversaire qui fit un pas de retrait. Mais D'Artagnan saisit le moment où, dans ce mouvement, le fer de Bernajoux déviait de la ligne, et il engagea, se fendit et toucha son adversaire à l'épaule. Aussitôt, D'Artagnan, à son tour, fit un pas de retrait et releva son épée, mais Bernajoux lui cria que ce n'était rien, et se fendant aveuglement sur lui, il s'enferra de lui-même. Cependant, comme il ne tombait pas, comme il ne se déclarait pas vaincu, mais que seulement il rompait du côté de l'hôtel de Monsieur de la Trémouille, au service duquel il avait un parent, D'Artagnan, ignorant lui-même la gravité de la dernière blessure que son adversaire avait reçue, le pressait vivement et sans doute allait l'achever d'un 3e coup lorsque la rumeur qui s'élevait de la rue s'étant étendue jusqu'au jeu de paume, 2 des amis du garde qu'il avait entendu échanger quelques paroles avec D'Artagnan et qu'il avait vu sortir à la suite de ces paroles, se précipitèrent l'épée à la main hors du tripot et tombèrent sur le vainqueur. Mais aussitôt, Athos, Porthos et Aramis parurent à leur tour, et au moment où les 2 gardes attaquaient leurs jeunes camarades, les forcèrent à se retourner. En ce moment, Bernajoux tomba, et comme les gardes étaient seulement 2 contre 4, ils se mirent à crier « À nous, hôtel de la Trémouille !» À ces cris, tout ce qui était dans l'hôtel sortit, se ruant sur les 4 compagnons, qui de leur côté se mirent à crier « À nous, mousquetaires !» Ce cri était ordinairement entendu, car on savait les mousquetaires ennemis de son éminence, et on les aimait pour la haine qu'ils portaient au cardinal. Aussi, les gardes des autres compagnies que celles appartenant au duc rouge, comme l'avait appelé Aramis, prenaient-ils en général parti pour ces sortes de querelles pour les mousquetaires du roi. De 3 gardes de la compagnie de Monsieur des Essarts qui passaient, 2 vinrent donc en aide aux 4 compagnons, tandis que l'autre courait à l'hôtel de Monsieur de Tréville criant « À nous, mousquetaires, à nous !» Comme d'habitude, l'hôtel de Monsieur de Tréville était plein, des soldats de cette arme qui accoururent au secours de leurs camarades. La mêlée devenait générale, mais la force était aux mousquetaires. Les gardes du cardinal et les gens de Monsieur de la Trémouille se retirèrent dans l'hôtel, dont ils fermèrent les portes assez à temps pour empêcher que leurs ennemis n'y fissent irruption en même temps qu'eux. Quant aux blessés, il y avait été tout d'abord transporté, et comme nous l'avons dit, en fort mauvais état. L'agitation était à son comble parmi les mousquetaires et leurs alliés, et l'on délibérait déjà si, pour punir l'insolence qu'avaient eue les domestiques de Monsieur de la Trémouille de faire une sortie sur les mousquetaires du roi, on ne mettrait pas le feu à son hôtel. La proposition en avait été faite et accueillie avec enthousiasme lorsque, heureusement, 11 heures sonnèrent. D'Artagnan
et ses compagnons se souvinrent de leur audience, et comme ils eussent regretté que l'on fît ainsi beaucoup sans eux, ils parvinrent à calmer les têtes. On se contenta donc de jeter quelques pavés dans les portes, mais les portes résistèrent. Alors, on se lassa. D'ailleurs, ceux qui devaient être regardés comme les chefs de l'entreprise avaient depuis un instant quitté le groupe et s'acheminaient vers l'hôtel de M. de Tréville qui les attendait déjà au courant de cette algarade. « Vite, au Louvre, dit-il, au Louvre sans perdre un instant, et tâchons de voir le roi avant qu'il soit prévenu par le cardinal. Nous lui raconterons la chose comme une suite de l'affaire d'hier, et les deux passeront ensemble. » M. de Tréville, accompagné des 4 jeunes gens, s'achemina donc vers le Louvre, mais au grand étonnement du capitaine des mousquetaires, on lui annonça que le roi était allé court le cerf dans la forêt de Saint-Germain. M. de Tréville se fit répéter 2 fois cette nouvelle, et à chaque fois ses compagnons virent son visage se rembrumir. « Est-ce que Sa Majesté, demanda-t-il, avait dès hier le projet de faire cette chasse ?»« Non, Votre Excellence, répondit le valet de chambre. C'est le grand veneur qui est venu lui annoncer ce matin qu'on avait détourné cette nuit un cerf à son intention. Il a d'abord répondu qu'il n'irait pas, puis il n'a pas su résister au plaisir que lui promettait cette chasse, et après le dîner, il est parti. »« Et le roi a-t-il vu le cardinal ?» demanda M. de Tréville. « Selon toute probabilité, répondit le valet de chambre, car j'ai vu ce matin les chevaux au carrosse de son éminence. J'ai demandé où elle allait, et l'on m'a répondu à Saint-Germain. »« Nous sommes prévenus, dit M. de Tréville. Messieurs, je verrai le roi ce soir, mais quant à vous, je ne vous conseille pas de vous y hasarder. La vie était trop raisonnable et surtout venait d'un homme qui connaissait trop bien le roi pour que les 4 jeunes gens essayassent de le combattre. M. de Tréville les invita donc à rentrer chacun chez eux et à attendre de ses nouvelles. En entrant à son hôtel, M. de Tréville songea qu'il fallait prendre date en portant plainte le premier. Il envoya un de ses domestiques chez M. de la Trémouille avec une lettre dans laquelle il le priait de mettre hors de chez lui le garde de M. le cardinal et de réprimander ces gens de l'audace qu'ils avaient eue de faire leur sortie contre les mousquetaires. Mais M. de la Trémouille, déjà prévenu par son écuyer, dont, comme on le sait, Bernajoux était le parent, lui fit répondre que ce n'était ni à M. de Tréville ni à ses mousquetaires de se plaindre, mais bien au contraire à lui, dont les mousquetaires avaient chargé les gens et avaient voulu brûler l'hôtel. Or, comme le débat entre ces 2 seigneurs eût pu durer longtemps, chacun devant naturellement s'entêter dans son opinion, M. de Tréville avisa un expédient qui avait pour but de tout terminer, c'était d'aller trouver lui-même M. de la Trémouille. Il se rendit donc aussitôt à son hôtel et se fit annoncer. Les 2 seigneurs se saluèrent poliment, car s'il n'y avait pas amitié entre eux, il n'y avait du moins estime. Tous 2 étaient gens de cœur et d'honneur, et comme M. de la Trémouille, protestant et voyant rarement le roi, n'était d'aucun parti, il n'apportait en général, dans ses relations sociales, aucune prévention. Cette fois, néanmoins, son accueil, quoique poli, fut plus froid que d'habitude. « Monsieur, dit M. de Tréville, nous croyons avoir à nous plaindre chacun l'un de l'autre, et je suis venu moi-même pour que nous tirions de compagnie cette affaire au clair. »« Volontiers, répondit M. de la Trémouille, mais je vous préviens que je suis bien renseigné, et tout le tort est à vos mousquetaires. »« Vous êtes un homme trop juste et trop raisonnable, monsieur, dit M. de Tréville, pour ne pas accepter la proposition que je vais faire. »« Faites, monsieur, j'écoute. Comment se trouve M. Bernajoux, le parent de votre écuyer ? » « Mais monsieur fort mal, outre le coup d'épée qu'il a reçu dans le bras et qu'il n'est pas autrement dangereux, il en a encore ramassé un autre qui lui a traversé le poumon, de sorte que le médecin en dit de pauvres choses. Mais le blessé a-t-il conservé sa connaissance ? » ?»« Parfaitement. Parle-t-il ? » ?»« Avec difficulté, mais il parle. »« Eh bien, monsieur, rendons-nous près de lui. Adjurons-le au nom de Dieu, devant lequel il va être appelé peut-être de dire la vérité. Je le prends pour juge dans sa propre cause, monsieur. Et ce qu'il dira, je le croirai. » À quoi joue M. de Tréville ? Cet homme qui a été attaqué risque de raconter exactement ce qui s'est passé à sa sauce.
Et c'est le risque que prend Monsieur de Tréville et c'est le suspense qui reste à son comble puisque cette émission, vous l'avez compris, va s'arrêter maintenant. Mais nous reprendrons la lecture exactement à cet endroit et nous démêlerons tout ça avec Monsieur de Tréville et Monsieur de la Trémouille dans un prochain numéro de Voyage au bout de la nuit. D'ici là, je vous souhaite une très très belle nuit et à très vite sur D8. Prenez soin de vous. Ciao.